La Terre est creuse. Il s'agit ici du 16e chapitre du livre jaune numéro 6, édité aux éditions Félix, qui sur sa couverture comporte la mention suivante. Attention, ces informations ne sont importantes que pour ceux qui pensent de façon autonome. Pour les robots biologiques, elles n'ont aucune valeur. Nous ne voulons pas les déranger. Le but de ce livre est de publier des informations, ce qui en démocratie n'est pas passible de poursuite. Si ce que vous lisez vous paraît complexe, vous devez comprendre que l'on ne peut décrire le monde aussi simplement que l'on décrit une banane. Ne vous attendez pas à voir ces informations reprises par les politiques, les médias ou les économistes. Ils n'en ont pas le droit. Le collectif d'auteurs qui a écrit ce livre ne peut pas garantir que toutes les informations contenues dans ce livre soient réellement exactes. Nous vous conseillons donc, chers lecteurs, de vous faire votre propre opinion en toute liberté. Quand les hommes cesseront de se mentir, ils cesseront de mentir aux autres. Ce sera le commencement de la véritable humanité. C'est la seule opinion que nous défendons, c'est la raison d'être de ce livre. Post-scriptum. Certains nous reprochent de répandre la peur. Chers lecteurs, cette pensée est loin de nous. Nous transmettons des informations car nous croyons que chaque ego a besoin d'informations pour comprendre le caractère vain de l'autodestruction. Si vous avez peur, c'est que celle-ci est à l'intérieur de vous. Vous avez peur car cela pourrait vous concerner. Cela vous concerne. Surmontez votre peur pour être libre, sinon vous ne pourrez pas agir. Félix et le collectif d'auteurs. La terre est creuse. C'est la destinée d'un prophète de ne pas être reconnu de son vivant par ses contemporains. Qui était réellement Jules Verne? Un poète fou, un fantasque qui trouvait du plaisir à mettre des utopies sur papier? Faire le tour du monde en 80 jours ou aller sur la Lune, par exemple. Verne a envoyé son héros Otto Lidenbrock dans un voyage vers le centre de la Terre pour aller au bout de ce non-sens. Le professeur fou descend par la cheminée d'un volcan en Islande à travers l'écorce terrestre pour se trouver un beau jour devant un océan souterrain éclairé par un soleil souterrain. Un grand penseur a écrit un jour que tout ce que l'homme imaginait pouvait devenir réalité. Jules Verne avait-il étudié Platon? Celui-ci parle au IVe siècle avant Jésus-Christ d'un pays imaginaire qui s'appelle Hyperborée et qui serait, soi-disant, la vraie patrie d'Apollon. Leto, la mère d'Apollon, est née sur une île de l'océan Arctique, au-delà du vent du Nord. Hyperborée, Boreas en latin, c'est le vent du Nord. Dans le dictionnaire de la mythologie grecque, les Hyperboréens sont un peuple bienheureux de l'extrême nord qui s'est consacré au service d'Apollon. Qu'est-ce qu'un pays légendaire? Un royaume comme celui d'Avalon, au-delà du monde physique, dans une sphère supérieure, inabordable pour le commun des mortels? Ou, comme les matérialistes futuristes le prédisent actuellement, un pays parfait sur une autre planète? Mais pourquoi serait-il situé au-delà du Boréas? Pourquoi pas dans le ciel, sur une autre planète ou de l'autre côté de la Terre? Les mythes qui portent en eux une part de vérité ressemblent à des boomerangs cosmiques. On peut les jeter aussi loin que possible, leur tourner le dos, fermer les yeux un jour ou l'autre. Nous les voyons réapparaître. Ils secouent nos consciences endormies, et ceux qui ne font que sommeiller ressentent la secousse, entendent son écho qui retentit du fond des âges. Le XIXe siècle voit apparaître une quantité impressionnante de voyages, de découvertes vers le pays gelé de l'Arctique. On fait le tour de la Terre. Les cartes géographiques sont faites. La planète est arpentée sous tous les angles. Il n'y a plus que les immenses étendues froides qui attendent d'être découvertes. Qui peut dire ce qui poussait les audacieux à entreprendre des expéditions dans ces contrées inhospitalières et menaçantes? La science du XIXe siècle succombe à la tentation de la magie et de l'occultisme après avoir vénéré la raison pure pendant un siècle. Et le boomerang des mythes est de retour. Ce qui a été murmuré pendant longtemps dans les cercles secrets se retrouve à la une de l'actualité.
En 1818, l'ancien officier américain John Claves Symes porte de gros paquets à la poste de Saint-Louis, Missouri, aux États-Unis. Par lettre, il tient à faire part au monde entier, aux hommes politiques, aux savants, aux puissants de ce monde, que la Terre est creuse et habitable en son centre. Symes, ou Sims, je ne sais pas comment on dit, S-Y-M-M-E-S, a été touché de plein fouet par le boomerang cosmique. Il fait le vœu de consacrer sa vie à prouver l'exactitude de cette vérité et à découvrir la grande cavité, si le monde lui vient en aide dans cette expédition. Cleaves, qui appréhende la réaction de son entourage, y ajoute un certificat de moralité et une attestation médicale qui confirme la pleine jouissance de ses facultés mentales. Mais l'écho et les ricanements que provoque sa déclaration ne vont pas le perturber outre mesure. Symes n'est pas prêt d'abandonner son projet. Il commence une campagne de propagande qui verra le sénateur Richard Johnson déposer devant le Congrès une demande officielle de financement pour lancer une expédition vers le centre de la Terre. Comme souvent, quand les politiques se trouvent confrontés à un problème délicat, ils repoussent la décision à une date ultérieure. Épuisé par un combat sans succès, Symes meurt en 1829 sans avoir vu l'aboutissement de ses recherches. Mais le destin est capricieux. C'est précisément en 1829 que des hommes blancs vont entreprendre le voyage dont Symes avait rêvé toute sa vie. Jens et Olaf Jansen, deux Scandinaves, répondent à l'appel des dieux Odin et Thor et prennent la mer à bord d'un bateau de pêche minuscule en direction du pays qui est au-delà du vent du Nord. Ils ont vécu 2 années à l'intérieur de la Terre, hôte d'une civilisation dont la sagesse, l'amour et le pouvoir sont plus développés que dans la nôtre. Un seul des deux aventuriers devait survivre au retour délicat à la surface de la Terre. Le monde entier devait être mis au courant des découvertes miraculeuses. Quand le survivant a commencé à raconter ses aventures fantastiques, on l'a interné pendant 28 ans dans un asile psychiatrique. Alors, qu'Olaf Jansen croupissait dans sa cellule et qu'il ne pouvait pas parler, le mythe commençait à se répandre sur Terre. Jules Verne publiait son roman Voyage au centre de la Terre. Edgar Allan Poe rédigeait en 1838 la nouvelle, un manuscrit trouvé dans une bouteille, et le roman Aventure d'Arthur Gordon Pym en hommage au fanatique Symes. Ces deux histoires racontent des voyages funestes qui voient les embarcations finir leur expédition au pôle Sud, happées par un tourbillon qui les entraîne dans les entrailles de la Terre. En Angleterre, Edward Bulwer-Lytton publie le roman L'espèce du futur. Le roman décrit un paradis au centre de la Terre où vivent les Vril-ya géants. D'où venait cette inspiration? Du mathématicien suisse Leonhard Euler, qui postulait au XVIIIe siècle que la Terre était creuse et qu'elle avait un soleil souterrain qui apporte la lumière et la chaleur à une civilisation souterraine hautement développée. Au XIXe siècle, les hommes les plus audacieux tentent de conquérir les pôles. En 1827, l'anglais Parry atteint la latitude de 82,47° nord. En 1881, son compatriote Markham pousse jusqu'à 83,20°. À cette latitude, plusieurs explorateurs se casseront les dents. Salomon Auguste André, de 1854 à 1897, c'est un ingénieur suédois. Il doit poser sa montgolfière le 11 juillet 1897 à 83° de latitude nord. Sir George Nares échoue à 83,24°, comme l'avait fait avant eux Marmaduke en 1612, Phillips en 1773 et Scoresby en 1806, qui avaient dû rebrousser chemin. Fridtjof Nansen, mort en 1930, a eu l'idée de laisser prendre son bateau par la banquise pour atteindre le pôle, mais il ne savait pas que la banquise dérive vers le sud. La même mésaventure est arrivée à Papanine, un savant russe dont la base scientifique a dérivé jusqu'à la côte de Groenland. Nansen avait réussi à atteindre la latitude de 86° nord. Son carnet de bord relate un événement très particulier.
Vers midi, nous avons vu le soleil, ou une image du soleil. Nous ne nous attendions pas à le voir à cet endroit. Il pensait d'abord s'être fourvoyé. Soulagé, j'ai compris que ce ne pouvait pas être le soleil. C'était un disque plat qui rougeoyait faiblement, traversé de part en part par 4 bandes régulières de couleur noire. Il n'a pas été le seul explorateur à être confronté à des phénomènes inexpliqués. Isaac Israel Hayes, mort en 1881, un Américain, a fait un voyage au Groenland en 1869 pour explorer les territoires nord-ouest d'Ellesmere et de Grinnell. Dans son journal, il note 78,17 de latitude nord, au nord du Groenland. J'ai vu un papillon jaune. Et, qui le croirait, un moustique, ainsi que 10 mythes, 3 araignées, 2 abeilles et 2 mouches. Tous ces insectes n'apparaissent normalement que plusieurs centaines de kilomètres plus au sud. Le journaliste américain Charles Hall a vécu de 1800 à 1862 parmi les Inuits. Il a péri en essayant de trouver le pôle Nord. Il avait écrit ceci sur le Grand Nord. Il est plus chaud que prévu et ne connaît ni la neige ni les glaces. Le pays est plein de vie, de phoques, de gibier, d'oies, de canards, de lapins, de loups, de renards, d'ours, de lemmings et d'autres animaux. Certains explorateurs ont vu des ours blancs qui se dirigeaient vers le nord en plein hiver dans des régions où il ne peut y avoir de nourriture. À 80 degrés de latitude nord, on voit encore des renards qui courent vers le nord. Ils n'ont pas l'air d'avoir faim. Les pingouins et les mouettes se dirigent aussi vers le nord en hiver. Certains oiseaux d'Australie se réfugient en hiver vers le pôle sud. Personne n'a encore déterminé l'endroit où ils allaient. Personne ne sait où les harengs feraient. En 1902, les participants à l'expédition Discovery racontent qu'ils ont vu environ 2000 pingouins au pôle sud vers le cap Crozier. Et le 20 juillet 1911, alors que l'Antarctique est pris par la banquise, Wilson, Bowers et Cherry retournent à cet endroit et ne trouvent plus qu'une centaine de pingouins. Où sont passés les autres? Personne n'a pu trouver jusqu'à maintenant l'endroit où ils se sont cachés. Il y a un autre phénomène qui a surpris plus d'un explorateur. Subitement, à certains endroits, la neige était colorée. Rouge, noire, verte ou jaune. On a pris des échantillons et on a découvert que le noir était dû à des cendres volcaniques. Les autres couleurs étaient dues à du pollen de fleurs. Du pollen au pôle Nord? Personne ne s'étonnait plus de savoir que ce pollen venait de fleurs que personne ne connaissait. D'où venaient les centaines de troncs d'arbres que le commandant Robert McClure avait trouvés sur la terre de Banks? McClure était le premier homme blanc à découvrir le passage nord-ouest dans toute sa longueur. Et là où plus rien ne pousse, là où la neige et la glace sont reines, il voit du bois flottant qui se dirige sur lui. Les troncs d'arbres semblaient avoir été charriés par les glaciers venant du nord. Des arbres encore plus au nord? Nansen a vu du bois flottant à 86 degrés de latitude nord à 4 degrés du pôle. Qu'est-ce que les arbres? Est-ce que les arbres tombent du ciel comme la neige? Sans doute pas. Mais qui peut dire d'où viennent les icebergs? Ils ne viennent pas de la mer, car l'eau de mer est salée et les icebergs ne contiennent que de l'eau douce sans exception. La pluie? Comment 5 cm de précipitations annuelles peuvent-ils créer de tels monstres de glace, comme nous les trouvons dans l'océan Arctique? C'est ce que se demande le chercheur Bernanke, qui a exploré le pôle sud avec Borchgrevink de 1898 à 1900. Il n'y a pas de réponse rationnelle à cette question. Il a vu un iceberg de 80 km de large sur 650 km de long. Un iceberg qui va de Paris à Toulouse, qui s'est formé à la suite de 5 cm de précipitations annuelles? Si on part du fait qu'il existe bien un pôle Nord et qu'il est recouvert de glace, comme tout le monde semble le supposer, d'innombrables explorateurs ont dû être pris d'hallucinations à partir de 80 degrés de latitude nord. Ou alors, ils étaient en pleine possession de leurs moyens, et la théorie du pôle couvert de glace ne tient plus. Tous ceux qui vivent dans le Grand Nord ont pu constater qu'il y a beaucoup de brouillard dans l'Arctique en hiver.
Si la banquise avait été entièrement solide, il n'y aurait pas assez d'humidité dans l'air pour la formation de brumes et de brouillards. L'explorateur américain Dr. E. Kane, qui a découvert le glacier de Humboldt et qui a exploré la zone du pôle Nord entre 1833 et 1855, a écrit ceci il y a 150 ans. Il y a des indices qui montrent clairement qu'il doit y avoir un océan dans le Nord. Les brumes et les brouillards que nous avons vus souvent en hiver nous le confirment. Greely, un météorologue qui a dirigé une expédition dans la terre de Grant en 1868, parle d'une zone sans glace toute l'année. Nansen, qui a sans doute été l'explorateur qui s'est aventuré le plus au nord, explique qu'il y avait de moins en moins de glace plus il allait vers le nord. Dans son livre, il décrit les sentiments étranges qu'il a eus en voyageant en pleine nuit sur une mer de roulis, dans une contrée qui n'avait jamais vu de bateau auparavant. Devant nous, toujours ce même ciel sombre qui annonce la pleine mer. Chez nous, en Norvège, personne ne croirait que nous voguons en pleine mer vers le pôle. J'aurais eu du mal à y croire si on m'avait dit cela il y a 2 semaines, et pourtant c'est vrai. Est-ce un rêve? Si c'était un rêve, il avait la dent dure. 3 semaines plus tard, fin septembre, la mer n'était toujours pas gelée. Nansen explique, aussi loin que l'on puisse voir à travers les jumelles du poste de vigie, on ne voit que de la pleine mer. Charles Hall, le journaliste, croyait également qu'autour des pôles il y avait de la pleine mer. De la montagne de Providence, on pouvait distinguer dans le nord un brouillard sombre qui montrait qu'il y avait de l'eau, écrit-il dans son rapport. Fridtjof Nansen avait noté dans son journal du 3 août 1894 « Nous avons trouvé des traces de renards. Le climat est très doux, presque trop chaud pour dormir. Et cela plus au nord qu'aucun homme n'avait été. Nous nous sentions comme chez nous. » En 1799, le pêcheur sibérien Choumachov fait une incroyable découverte, un squelette entier de mammouth congelé dans un bloc de glace. Les loups avaient commencé à dévorer la viande qui dégelait. Le squelette a pu être sauvé, il est exposé maintenant au musée d'histoire naturelle de Saint-Pétersbourg. Les os de mammouth ne sont pas rares en Sibérie. Sur les bords de la Léna, on en trouve des milliers. On explique que leur présence par une glaciation qui serait apparue brutalement il y a 20 000 ans. Mais il existe une autre explication, plus inattendue. Marshall B. Gardner, un écrivain américain, l'a proposé en 1920. Les mammouths seraient des animaux qui viennent de l'intérieur de la Terre. Leurs cadavres auraient été charriés par les grands fleuves qui sortent de l'ouverture du pôle et se seraient échoués sur les côtes sibériennes. On a trouvé toutes sortes d'animaux surprenants dans les glaces de la banquise. Des hippopotames, des lions, des hyènes et des rhinocéros. La position géographique particulière de leurs tombes peut s'expliquer par le fait que l'axe de la Terre a pu être incliné beaucoup plus à une certaine époque et la région polaire aurait ainsi connu un climat tempéré ou même subtropical à une certaine époque. Même en analysant de façon critique tous ces phénomènes et en éliminant les plus fantasques, il y en a certains qui résistent et qui confortent la théorie d'un déplacement de l'axe de la rotation de la Terre et des pôles. À savoir, la pleine mer que découvrent les navigateurs dès qu'ils dépassent le fameux 83 degrés de latitude nord. Le phénomène que l'on observe au nord de cette latitude, une couche d'eau douce à la surface de l'eau qui recouvre la mer salée. Nansen et Jones et Olaf Johnson l'avaient déjà découverte. Le soleil rougeoyant qu'ont Johnson et Nansen s'est approché le plus près du point 90 nord, où on suppose le pôle Nord, à 4 degrés de ce point. Robert Peary, à qui on attribue la découverte du pôle Nord le 6 avril 1909, est un personnage très controversé. À juste titre, il a indiqué avoir rejoint le pôle avec des chiens de traîneau. Comme nous allons le voir plus tard, il n'y a premièrement pas de pôle, et deuxièmement, à cet endroit, il n'y a que la pleine mer, ce qui n'est pas le terrain privilégié des chiens de traîneau.
Ni lui ni son concurrent Frederick Cook, qui prétend avoir découvert le pôle le 21 avril 1908, n'ont pu apporter de preuves à leurs affirmations. Cook traitait Peary de menteur, et Peary faisait de même. Le Congrès américain a fini par donner raison à Peary, sans doute parce qu'il était de nationalité américaine. Malgré tout, le Congrès a jugé que les prétentions de Peary ne pouvaient être prouvées. Le superintendant des gardes-côtes américaines n'avait pas confiance en Peary. Nous n'avons que sa parole. Comme tout ce qu'il a affirmé jusqu'à maintenant était faux, le monde n'a rien dans les mains qui prouve que ces affirmations sont vraies. Ensuite, ce qui conforte la théorie d'un déplacement de l'axe de la rotation de la Terre et des pôles, c'est le climat exceptionnellement doux au-delà de 83 degrés nord, mais aussi les aurores boréales. C'est un phénomène qui n'existe qu'aux pôles et que personne n'a pu jusqu'à maintenant expliquer de façon réellement satisfaisante. Et enfin, les nombreux oiseaux que l'on peut suivre dans leur vol en direction du nord et qui reviennent de ces régions tous les ans à la saison chaude. Où ont-ils passé l'hiver ? Même si on fait abstraction du bois flottant, des os de mammouth, des pollens de fleurs et de tous les animaux, il y a quand même des éléments qui clochent au pôle Nord, ou plutôt dans nos théories. Quand l'amiral Richard Byrd, le célèbre pilote du pôle Sud, commence son vol au-dessus du pôle Nord le 19 février 1947, il ne sait pas que cette journée va changer radicalement sa vision du monde. Au lieu de survoler la mer, normalement jusqu'à la limite des glaces et la banquise, il s'aperçoit tout d'abord que ses instruments ne réagissent pas comme d'habitude en raison du pôle magnétique, ce qu'il savait déjà auparavant. Et puis, c'est la première découverte, un massif montagneux qu'il n'avait jamais vu. Plus tard, une vallée verdoyante. Et pour finir, l'amiral n'en croit pas ses yeux, cela ressemble à un éléphant. Non, on dirait un mammouth. C'est incroyable, et pourtant, il est bien là. Byrd avait pénétré sans le savoir à l'intérieur de la Terre. Ce n'était pas un hasard. Depuis Hiroshima et Nagasaki, 2 années s'étaient écoulées. Les civilisations de l'intérieur savaient qu'elles devaient contacter les responsables à la surface de la Terre pour les mettre en garde. Il faut savoir que notre planète n'est pas un corps solide, que c'est une bulle suspendue dans le cosmos avec une écorce qui ne fait que quelques centaines de kilomètres d'épaisseur. Cette épaisseur fait l'objet de querelles d'experts. Elle va de 250 km, qui est le chiffre le plus bas, à 1280 km pour le plus élevé. De 300 à 600 km, c'est le chiffre le plus réaliste et le plus envisageable. Et ces insensés font exploser des bombes atomiques à l'intérieur de cette croûte terrestre. L'amiral Byrd a été soumis à un long interrogatoire par le Pentagone. Il a été mis au secret et ne pouvait plus s'exprimer en public. 9 ans plus tard, il a fait un vol de reconnaissance au-dessus du pôle Sud. Les journaux en ont parlé abondamment. Le 5 février 1956. Le 13 janvier, des membres d'une expédition américaine ont entrepris un vol de 2700 miles de leur base de McCurdo Sound, qui se trouve à 400 miles à l'ouest du pôle Sud. Ils ont pénétré dans un territoire au-delà du pôle. Auparavant, l'opinion publique américaine avait pu suivre en direct à la radio les découvertes de l'amiral Byrd, qui décrivait des vallées vertes, des grands fleuves qui coulaient à travers d'immenses forêts, des animaux subtropicaux et des mammouths. Après son retour, Byrd, qui ne pouvait parler librement, a fait un procès-verbal. L'expédition actuelle a ouvert de nouveaux territoires, ce continent merveilleux dans le ciel, le pays du secret éternel. Il faisait allusion au phénomène polaire du miroir dans le ciel. Les territoires qui sont situés plus bas en altitude se reflètent dans le ciel, de même pour les nouveaux territoires à l'intérieur des ouvertures du pôle. Byrd est mort en 1957. Son neveu, Harley Andrew Byrd, a monté un projet pour pénétrer à l'intérieur de la Terre, en avion, au cours de cette décennie. Le journal de l'amiral, qui a été confisqué par le Pentagone pendant de nombreuses années, est maintenant accessible à tout le monde. Les mythes qui portent en eux un noyau de vérité reviennent hanter les esprits comme un écho que l'on aurait envoyé il y a longtemps, ou, comme l'exprimait Abraham Lincoln, on peut tromper tout le monde pendant un certain temps et certains pour toujours, mais on ne peut pas tromper tout le monde éternellement.
Maintenant est venu le temps où le nettoyeur cosmique commence à agir et fait jaillir toutes les saletés des interstices. C'est le moment de démasquer les artifices. 2 énormes trous sont apparus là où l'on voulait nous faire croire que les glaces éternelles formaient un pôle. D'après les calculs de Raymond Bernard, qui a rassemblé des témoignages innombrables dans ce livre, The Hollow House, l'ouverture vers le centre de la Terre mesure 2250 km. Ce qui veut dire qu'à partir du 82e degré 83, la mer polaire s'incline sur plusieurs centaines de kilomètres vers l'intérieur. Des représentations graphiques montrent que l'on peut voir le soleil interne à partir du 86 degrés nord. Nansen n'a-t-il pas parlé d'un soleil rougeoyant qui ne ressemble pas au nôtre? Un soleil interne? Exactement. La Terre est creuse. À l'intérieur vit une civilisation qui est éclairée par un soleil central qui se trouve au cœur de la planète. Dans son livre « Voyage au centre de la Terre », Olaf Jonsson le décrit avec précision. Sa lumière vient de notre soleil. Une partie des rayons solaires pénètre à l'intérieur. Ils énergétisent le soleil central. Il s'agit là de l'effet de loupe parabolique. L'atmosphère du centre de la Terre est hautement chargée en électricité. Le climat est subtropical et le temps ne change pas beaucoup. Grâce à l'électricité et à l'humidité ambiante, la végétation s'est développée et les plantes sont plus fécondes que chez nous. Tout est démesuré. Si nous pouvions y aller, nous nous y sentirions comme le petit poussé dans le pays des géants. En lisant le livre d'On Jonsson, on se croit arrivé au paradis. Il n'y a ni maladie, ni misère, ni avidité, ni haine. Tout fonctionne en harmonie et baigne dans l'amour. La capitale se trouve dans un jardin paradisiaque qui s'appelle Éden. En avons-nous été chassés un jour? L'hypothèse selon laquelle certains élus ont pu se réfugier dans le pays d'Hyperborée après la disparition de l'Atlantide est-elle vraie? D'où vient notre mythe biblique sur la création? Pourquoi le paradis s'appelle-t-il précisément Éden? D'où venait Apollon? D'Hyperborée? Et les Grecs n'ont-ils pas érigé un temple à Delphes en l'honneur d'Apollon, qui était célèbre pour ses oracles? Dans le pays qui se situe au-delà du vent du Nord, dans le centre de la Terre, il existe une ville qui s'appelle Delphes. Elle se situe à l'intérieur d'un immense jardin botanique. Qu'avaient planté les Grecs sur les collines de Delphes? Un jardin de 2000 oliviers. Est-ce un hasard? Elena Petrovna Blavatsky écrit dans son livre Isis dévoilée: nous commençons par le jardin d'Éden qui est un lieu et non pas un mythe. Il appartient aux repères de l'histoire qui permettent à l'élève de comprendre qu'il ne faut pas toujours prendre la Bible comme une allégorie. Éden, ou Gan Éden en hébreu, qui veut dire le jardin d'Éden, est le nom antique du pays, irrigué par l'Euphrate et le Tigre, qui s'étend de l'Arménie jusqu'à la mer Rouge. Possible, mais il se pourrait que ce jardin d'Éden se trouve à l'intérieur de notre planète. Olaf Jonsson rapporte que la capitale se trouve effectivement dans un immense parc paradisiaque et que 4 rivières y prennent leur source, chacune coulant vers un point cardinal différent. Une de ces rivières s'appelle l'Euphrate. Au Tibet, il existe encore beaucoup de légendes sur le pays souterrain d'Agartha. Les Mongols croient que le monde souterrain d'Agartha est dominé par le roi du monde qui vit dans la ville sainte de Shambhala. Si c'était vrai, le mot souterrain faudrait-il dire que la ville d'Agartha se trouve dans l'écorce terrestre ou alors à la surface du monde souterrain? L'explorateur russe Ferdinand Ossendowski a eu connaissance de certains secrets au cours de ses voyages au Tibet qui sont gardés par des lamas rouges et jaunes. Le lama Gelong lui a raconté qu'il y a 6000 ans, un homme saint a disparu vers l'intérieur de la terre accompagné d'une tribu et qu'il n'est jamais réapparu. Ce monde intérieur a été visité par d'autres hommes comme Sakyamuni, Undurgengen, Paspa et Beber. Personne ne sait où se trouve l'accès à ce monde. On parle de l'Afghanistan ou de l'Inde. Olaf Jonsson explique que les hommes parfaits qu'il a pu rencontrer dans cette civilisation parlaient une sorte de sanskrit
qui est la langue sacrée des hindous. Cette langue est-elle la langue originelle des Atlantes? Ont-ils fui vers le centre de la Terre avant de coloniser l'Asie du Sud? Y avait-il encore un va-et-vient régulier à cette époque? Elena Blavatsky confirme l'hypothèse selon laquelle le peuple juif viendrait d'une région plus à l'est que la Judée, sans doute de l'Inde. H. Kersten explique dans son livre « Jésus a vécu en Inde » que les Juifs sont sans doute partis du Cachemire pour aller vers les rives de la Méditerranée. Il montre que nombre de noms de lieux que l'on trouve dans la Bible existent encore aujourd'hui au Cachemire. Même la langue hébraïque aurait des origines sanskrites. Dans la Siva Purana, Purana veut dire histoire ancienne et sacrée ou tradition, Adima est le premier homme, et Eva veut dire complément de la vie en sanskrit. Est-ce la raison pour laquelle Adam et Ève s'appellent ainsi, en rapport à Adima et Eva? On retrouve souvent le mythe du serpent dans les différentes cultures. Dans la Bible, il représente la tentation qui a chassé Adam et Ève du paradis. Dans la tradition rabbinique, Éden est devenu le foyer des âmes, c'est un lieu sacré. Les premières descriptions de la Bible ont situé le jardin d'Éden dans le monde physique, puisque des rivières en sortaient, et l'une d'elles s'appelait Euphrate. La mythologie dit que les hommes ne mangeaient que des fruits au paradis. Adam était rayonnant de beauté avant la chute. Il pouvait, avec son regard, voir le monde d'un côté à l'autre. À la surface de la Terre, c'est impossible à cause de la courbure convexe de la Terre, mais à l'intérieur, la courbure est concave. Ce serait donc possible. H. Blavatsky parle de cryptes souterraines à Thèbes et à Memphis, dans l'ancienne Égypte. Elles étaient connues comme étant les catacombes du serpent. À l'intérieur se déroulaient les rites du mystère sacré du cercle de la nécessité. Il représentait le destin impitoyable qui attend les âmes après la mort du corps physique. Dans son livre Wotan, de Bourbourg décrit un demi-dieu mexicain qui parle d'un conduit souterrain qui disparaît dans le sol pour toucher les racines des cieux. Ce conduit, dit Wotan, est un terrier de serpent. On l'aurait laissé passer parce qu'il est lui-même un fils de serpent. Les hiérophantes d'Égypte et de Babylone, situés au bord de l'Euphrate, avaient coutume de s'appeler les fils du dieu serpent, nous expliquait Blavatsky. Et des Indiens du Mexique, elle dit les chefs de Pueblos, sont également des prêtres. Ils procèdent à des rites qui vénèrent le pouvoir du soleil et de Montezuma, ainsi que du grand serpent qui, sur ordre de Montezuma, leur donne la vie. Ils ont des rituels pour implorer la pluie de tomber. Ils ont des peintures représentant le grand serpent et d'autres qui montrent un homme roux et difforme qui représente, d'après eux, Montezuma. On a trouvé en 1845 à Pueblo de Laguna une idole représentant la tête de la divinité. Un homme difforme aux cheveux rouges qui serait peut-être Montezuma? Qui sait ce qu'il représente réellement? Peut-être le petit soleil du centre de la Terre qui est un petit frère de notre soleil et qui est rouge. Un des premiers pionniers allemands de Santa Catarina au Brésil a écrit un livre sur le monde souterrain. Il tenait ces informations des Indiens. Dans le livre, on apprend que la Terre est creuse et qu'il y a un soleil en son centre, l'intérieur de la Terre. D'après les Indiens, est habité par des hommes qui se nourrissent de fruits, ce qui leur permet de vivre longtemps et d'être épargnés par la maladie. Ce monde souterrain est relié à la surface de la Terre par un réseau de tunnels. Certains de ces tunnels débouchent à Santa Catarina. Il existe des mondes souterrains légendaires dans tous les recoins de la Terre. Dans l'épopée scandinave Edda, le monde souterrain paradisiaque s'appelle Hazar. Le livre des morts des anciens Égyptiens parle du pays d'Amenti. C'est la ville des 7 pétales de Vishnu et la ville des 7 rois d'Édom de la tradition juive. Les Aztèques aussi croyaient en l'existence d'une cité souterraine. Ils l'appelaient Mayapan. Quand les conquistadors en ont entendu parler, ils se sont mis à la recherche de la ville Eldorado avec les conséquences fatales que l'on sait.
L'écorce terrestre est parsemée de tunnels et de grottes qui descendent vers le centre de la Terre. À 2 endroits, il y en aurait beaucoup. Au Tibet, où on voit régulièrement des yétis, et en Amérique du Sud, surtout au Brésil. Le plus connu de ces tunnels, c'est la route des Incas, qui commence au sud de Lima, au Pérou, et qui s'étend jusqu'à Cusco, Tiahuanaco et le désert d'Atacambo. Les tunnels du massif de Ronca dans le Mato Grosso du Brésil ont plusieurs entrées, protégées par les Indiens Morcego, qui tuent quiconque essaie de s'y introduire sans autorisation. Beaucoup d'Incas se sont cachés avec leurs trésors dans ces conduits que les roches éclairent d'une lumière douce pour fuir les Espagnols. Platon a écrit que le continent de l'Atlantide a coulé aux environs de 11 500 avant Jésus-Christ, au cours de ce que la Bible appelle le déluge. 4 millions de personnes y auraient trouvé la mort. Quelques-uns, les plus éveillés, ont pu fuir à temps vers l'Amérique du Sud, où ils se seraient réfugiés dans les cités souterraines. Mais quel est le rapport avec le serpent ? C'est évidemment un vieux symbole de la sagesse. La sagesse est le second aspect de la Trinité divine. Dieu le Père symbolise le pouvoir. La déesse mère représente la sagesse et le Fils, l'enfant appelé Christ, symbolise l'amour. Le fils du serpent serait le fils de la sagesse ou fils de la déesse mère. La mère porte la vie en son sein avant que celle-ci ne soit indépendante. Frank Strange prétend que le fait que les planètes soient creuses et qu'elles soient habitées à l'intérieur est une règle. Il n'y a que très peu de planètes qui sont habitées à leur surface. Les hommes ont-ils péché contre la sagesse ou la loi divine pour avoir été chassés par le serpent du jardin d'Éden et exilés à la surface de la terre ? Le monde souterrain est-il vraiment le siège d'une civilisation plus développée, donc notre avenir céleste, ou y a-t-il 2 espèces différentes d'humains sur Terre ? Une qui vit en son centre et qui a toujours respecté les lois, c'est pour cela qu'elle vit encore dans les jardins d'Éden, et une autre plus folle, vivant à la surface, qui aurait enfreint les lois et contribué par là à détruire son environnement qui était autrefois paradisiaque. Quoi qu'il en soit, il y a des indices qui montrent que nos ancêtres initiés étaient en contact avec les hommes du monde souterrain. Il est possible que ceux-ci aient été, à certains moments, des guides spirituels de l'humanité déboussolée qui vit à la surface. Dans tous les contes rendus qui précèdent l'ère chrétienne, il est question de titans en Grèce, de géants, Ceylan, d'hommes-dieux en Égypte. On les considérait comme des surhommes, plus développés et plus grands de taille. Olaf Jansen a rencontré dans le monde souterrain des hommes qui mesuraient entre 3,5 mètres et 4 mètres. Un des facteurs qui pourrait expliquer la taille des temples grecs est le fait qu'Apollon d'Hyperborée et les autres divinités mesuraient autour de 4 mètres. Les constructions devaient obligatoirement être plus élevées. Mais arrêtons là les spéculations. Mettons un terme au voyage dans le labyrinthe des questions sans réponse. Par contre, une chose est évidente, la Terre est creuse. Et il est évident qu'il y a 2 ouvertures géantes à chaque pôle. Des photos secrètes de la NASA montrent bien qu'il s'agit d'une réalité. Les ouvertures mesurent environ 2250 km chacune. Mais voilà, qu'en est-il d'Amundsen qui a atteint en premier le pôle sud et qui a planté un drapeau dans la glace ? Et qu'en est-il des nombreux avions de ligne qui survolent quotidiennement les pôles ? Les pilotes confirment que l'on ne survole jamais le pôle géographique, que les avions ne dépassent pas les 85 degrés de latitude. Comme les boussoles ne fonctionnent plus correctement à partir de 70 degrés de latitude, les compagnies aériennes utilisent le système de navigation INS qui dépend du magnétisme terrestre. On entre la position de l'avion avant le décollage. L'ordinateur calcule la route la plus courte en fonction de l'accélération et de l'altitude. Un avion à réaction ne pourrait pas survoler l'ouverture du pôle en raison des perturbations magnétiques. Dès que l'on pénètre dans cette zone, les systèmes électriques cessent de fonctionner, les réacteurs aussi. De plus, il existe des indices qui laissent à penser que l'humanité souterraine se protège par un bouclier énergétique contre des intrus indésirables. Quand l'amiral Byrd a pénétré sans le vouloir à l'intérieur de la Terre, il a tout de suite remarqué qu'il se trouvait dans le champ de force de 2 objets volants qui guidaient son avion.
Les appareils de bord avaient tous cessé de fonctionner. Alors qu'à l'école, on apprend toujours que le pôle Nord magnétique est un point précis, des scientifiques russes ont découvert depuis longtemps qu'en réalité c'est une ligne magnétique de 1500 km de long qui entoure l'ouverture du pôle. Elle s'étend du Canada jusqu'à la presqu'île sibérienne de Taimyr et continue plus faiblement sur 1500 km. C'est ce qui peut expliquer le phénomène étrange que rencontrent les marins qui dépassent 83 degrés de latitude nord. L'aiguille de la boussole est collée contre le verre de protection. Certains explorateurs sont descendus à l'intérieur de l'ouverture polaire. L'aiguille de leur boussole s'est redressée à la verticale car la ligne magnétique se trouvait au-dessus d'eux, le long de l'ouverture. L'intensité de cette ligne magnétique n'est pas la même partout. Il n'y a qu'un seul endroit où elle est amplifiée. Cette zone se déplace continuellement. Elle fait le tour de l'ouverture polaire en 235 années. Le pôle magnétique se décale de 30 km par an, comme la science l'a reconnu. Au cours de leurs expéditions polaires, il était impossible aux explorateurs de voir cette ouverture de leurs yeux. Comme la surface de la Terre se courbe vers l'intérieur sur une distance de plusieurs centaines de kilomètres, l'œil ne peut s'en rendre compte, si ce n'est que la ligne d'horizon se rapproche de plus en plus. Mais comment le distinguer dans une mer de blanc éternel? Surtout que les conditions lumineuses sont particulières. Le brouillard masque la vue, tout se fond dans le blanc et la lumière rougeoyante d'un soleil tamisé se répand à partir d'un point fictif erroné. N'est-il pas étrange qu'à une époque où on peut faire des photos détaillées de Saturne et de Mars, il ne soit pas possible de faire des photos satellites des zones polaires? D'autant plus qu'il ne semble pas difficile de localiser le trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique et de le photographier. Celui qui veut se procurer des images des deux pôles trouve toujours le même genre de cliché. Une bouillie de nuages blancs qui masque la vue, ou une surface ronde et plate qui représente soi-disant ses pôles. La terra incognita commence au 83e degré de latitude nord, là où débute l'ouverture du pôle. Même si cela nous paraît difficile à croire, les cartes polaires sont fausses. Il est possible qu'à la hauteur du 83e degré, là où la Terre se courbe vers l'intérieur, il y ait une bande de terre qui communique avec l'intérieur. C'est ce qui expliquerait la raison pour laquelle des ours se dirigent vers le nord en hiver, pour trouver la chaleur intérieure de la Terre au lieu d'hiberner, et la raison pour laquelle des renards font la même chose. Il est presque sûr que la carte de l'Antarctique est également fausse, pas seulement parce qu'elle n'indique pas l'ouverture polaire. Il n'y a pas de raison de douter du rapport d'Olaf Johnson qui a pénétré dans l'ouverture du pôle sud avec son père dans une barque de pêcheurs sur l'eau, évidemment. Il doit donc y avoir une connexion maritime au pôle sud avec l'intérieur de la Terre. Même si elle est étroite, il y a des chances pour que cette ouverture se trouve dans la zone de la mer de Weddell. L'explorateur polaire Weddell a réussi à mener son bateau en 1823 jusqu'à une latitude de 74 degrés sans voir de la glace. À 77 degrés commencent les glaces flottantes. Les cartes de l'Antarctique n'indiquent aucune terre connue dans cette zone, pas de massif montagneux, que de la glace et de la neige éternelle, jusqu'au 83e degré. Quand on pense que l'intérieur de l'Antarctique est mal connu, pourquoi ne pas penser qu'il existe une liaison vers l'intérieur de la Terre? Olaf et Jens Janssen l'ont sans doute emprunté quand ils ont quitté l'Atlantique Sud dans le périmètre de la mer de Weddell. En étudiant l'univers, on s'aperçoit qu'une planète creuse n'est pas une exception, mais la règle. En septembre 1902, des photos de Mars ont été prises à l'observatoire de Yerkes, qui montre une tache blanche dans la région des pôles, que l'on a interprétée comme étant de la neige ou de la glace. On a photographié le même phénomène sur Vénus, mais comment peut-il y avoir de la glace ou de la neige sur la surface brûlante de Vénus? Et comment Mars peut-elle rayonner de la lumière blanche dans l'univers sombre à partir de pôles recouverts de glace comme cela a été observé par le professeur Lowell en 1894? On pense évidemment aux aurores boréales qui envoient une lumière intense. Sur Mercure, on a constaté le même phénomène. L'explication est simple. À l'intérieur de la planète doit se trouver une source lumineuse qui rayonne par les ouvertures polaires. Sommes-nous surpris d'entendre que nos satellites n'ont pas été en mesure d'envoyer des données sur les régions polaires de Vénus?
Quand Raymond Bernard a publié son livre The Hollow Earth en 1969, on l'a traité de fou. Depuis ce temps, 90% de ces théories scientifiques se sont révélées exactes. Et si la science veut continuer à nous induire en erreur en nous faisant croire que tout cela est faux, force est de constater que derrière les portes des instituts universitaires de Heidelberg, de Tokyo, de Los Angeles jusqu'à Stanford en Californie, les géophysiciens, les géographes et leurs assistants étudient son livre. Il est probable qu'ils disposent de photos sur la véritable nature des pôles, même s'ils ne les montrent pas en public. Reste une question lourde de conséquences. Pourquoi continue-t-on à se moquer de nous ? L'astronomie se contredit elle-même. Extrait du livre de Karl-Heinz Engels, La théorie des corps creux. L'astronomie enseigne que tout est parti du Big Bang. Dans le brouillon originel, tous les éléments étaient répartis de façon régulière. Par les forces d'attraction, des boulettes se seraient formées dans le bouillon. Ce seraient nos planètes. La physique enseigne en outre que de grandes concentrations de masse donnent des densités de masse importantes car la matière est comprimée. Selon cette thèse, les objets célestes devraient avoir une densité supérieure aux petits objets parce qu'à l'intérieur, la pression est plus grande. Une observation plus poussée des planètes de notre système solaire nous montre le contraire. Les 5 planètes les plus petites ont la densité la plus élevée. Le rapport entre la densité des 4 petites planètes les plus près du Soleil et la densité des 4 grandes planètes extérieures est de 5 contre 1 en faveur des petites. Alors que la masse et le volume des 4 grandes planètes est 50 fois plus importante que ceux des petites planètes. Jupiter a 900 fois le volume de la Terre, mais soi-disant une densité de 1,8 g par centimètre cube. La Terre, qui n'a que 1/300 de la masse de Jupiter, a soi-disant une densité de 5,5 g par centimètre cube, ce qui ne donne aucun sens. Parce que c'est également un non-sens pour les astronomes, on affirme que les grandes planètes sont faites de matériaux plus légers. Malheureusement, il n'y a pas de preuve pour cette affirmation, et il est difficile de concevoir que certaines planètes comme la Terre aient attiré des matériaux plus lourds alors que Jupiter se serait spécialisé dans des matériaux plus légers. Dans le bouillon originel, nous dit-on, tout était réparti de la même façon. La Terre ne peut pas retenir l'hydrogène à cause de sa masse qui est trop faible. Il se dilue dans l'univers, c'est ce que disent les scientifiques. Jupiter serait composé en grande partie d'hydrogène à cause de sa faible masse. Là aussi, nous voyons 2 comportements très différents. Il n'y a que l'hydrogène, disent les scientifiques, qui puisse être retenu par les grandes planètes, additionné aux éléments que l'on trouve sur Terre. L'hydrogène devrait donc constituer la majeure partie de la masse de Jupiter, mais les astronomes prétendent que l'hydrogène ne constitue qu'une faible part de l'atmosphère de Jupiter. Étrange. Les grandes planètes ont dans leur noyau des éléments très légers comme l'hydrogène, et les plus petites comme la Terre ont les éléments les plus lourds. Pour le Soleil, c'est encore plus fou. Il doit être énorme et très léger, densité 1,4 g par centimètre cube. À cause de sa faible densité, on pense qu'il doit s'y produire une fusion d'hydrogène, ce qui ne donne pas de sens non plus, parce que le Soleil devrait avoir dans son noyau les éléments les plus lourds. Comment peut-il y avoir une fusion d'hydrogène qui est un des éléments les plus légers ? Comme le Soleil a un poids trop faible, les scientifiques affirment qu'il est fait à 98% d'hydrogène et d'hélium, alors que nous savons que tous les corps célestes doivent être faits des mêmes matériaux comme ils viennent tous du même bouillon. En outre, on prétend que le Soleil a une force d'attraction 28 fois supérieure à celle de la Terre. 1 cm3 de la surface du Soleil pèserait donc 28 fois plus qu'un cm3 de la surface de la Terre, alors que sa densité est 4 fois moins importante, et tout cela doit être du gaz. Comprendra qui pourra. Ce sont bizarrement les plus petits corps célestes qui ont la plus grande densité. Les fragments de la ceinture d'astéroïdes ont une densité qui va jusqu'à 8 g par centimètre cube. Tout cela a un sens si on part du fait que les corps célestes sont creux à l'intérieur. Les astéroïdes et les planétoïdes ne le sont pas. Ils sont des fragments d'une planète ancienne et donc logiquement des corps solides. Nous voyons bien qu'un morceau du lapin au chocolat pris tout seul n'est plus creux.
on peut vérifier la théorie des corps célestes creux dans un laboratoire. En faisant tourner du gaz dans un piston, il se forme au centre un espace sans particules, le début d'une cavité. C'est la force centrifuge qui est responsable et si elle pousse les particules les plus lourdes vers l'extérieur. Si le gaz est fait d'éléments différents, ils se répartissent selon le poids spécifique de chaque élément. Karl-Heinz Engels montre que toutes les planètes doivent être creuses selon l'histoire de la genèse de l'univers communément admise. Tout le monde admet que les planètes se sont constituées à partir de nuages de gaz en rotation qui se sont refroidis lentement. Toutes doivent avoir un noyau solide et lourd parce que on part du fait que la pression doit être plus grande au centre, que les connaissances sur les tremblements de terre n'ont pas pu prouver ce noyau solide. On prétend que le noyau des planètes est fait de plasma. C'est de la matière qui est si chaude et dont les atomes sont si denses, ils n'ont plus d'enveloppe d'électrons, que les lois de la physique n'ont plus de valeur. Cela tombe bien, car on n'est pas en mesure d'expliquer les phénomènes que l'on rencontre par des théories connues. À propos du plasma que personne n'a pu démontrer sur Terre ou sur une autre planète, Engels dit la chose suivante. Dans le Soleil, il y aurait une fusion nucléaire, alors que sa densité est très faible. Les atomes d'hydrogène ont donc beaucoup d'espace. D'un autre côté, le noyau de la Terre doit être fait d'éléments plus lourds tels que le fer et le nickel, qui sont si denses qu'ils n'ont plus d'enveloppe. La probabilité que les atomes se rencontrent est beaucoup plus grande pour la Terre que pour le Soleil, car les atomes y sont déjà compressés, donc la probabilité d'une fusion nucléaire est plus grande. Si le Soleil est un réacteur à fusion nucléaire, la Terre devrait en être un beaucoup plus puissant. Elle aurait dû disparaître depuis longtemps dans un feu d'artifice nucléaire. Revenons aux nuages de gaz en rotation. D'après Engels, la science a oublié la force centrifuge dans ses théories sur la genèse des planètes. Sans force centrifuge, il n'y a pas de gravitation. Et l'interaction de ces deux facteurs crée nécessairement des corps creux. La gravitation réunit les particules. Les plus lourdes sont poussées vers le centre. Elle a un effet de tri de l'extérieur vers l'intérieur. La force centrifuge pousse toutes les particules lourdes vers l'extérieur. L'effet est inverse. Il doit donc se former une cavité au centre. La combinaison de ces deux forces antagonistes induit l'apparition d'une coquille solide dont les particules les plus lourdes sont déposées en son centre, là où les deux forces s'annulent. La densité diminue en s'éloignant de ce centre, d'un côté vers la surface, de l'autre vers le noyau qui est vide. L'objet qui en découle est creux à l'intérieur. Fragile comme une boule d'un sapin de Noël. Quand la NASA a remplacé en 1977, au bout de 10 ans de service, le satellite géostationnaire ATS-3 par un satellite plus moderne, le GEOS 8, elle a ordonné la destruction des 4500 clichés faits par ATS-3. Les images n'auraient aucune valeur météorologique, prétendait la NASA. Enfreignant l'ordre de ses supérieurs, le responsable scientifique du département, le docteur Locke Stewart, a ramené chez lui plus de 1000 clichés et il les a soigneusement archivés. Pour quelle raison donc ? Jan Lamprecht, spécialiste en informatique et originaire d'Afrique du Sud, pense en connaître la raison. Depuis des années, il est à la recherche de tous les indices qui pourraient prouver que les planètes sont creuses et qu'elles ont des ouvertures à leurs pôles. Il a mis par hasard la main sur une photo prise par l'ATS-3 qui montre clairement une dépression en forme de tourbillon dans la région du pôle. Grâce à ses contacts avec le Goddard Space Flight Center, la station de contrôle des satellites ATS, il a pu se procurer un autre cliché. Cette image, prise de côté, montre qu'à l'endroit où se trouve le pôle, il y a en fait un trou dans le globe terrestre. Après des semaines de longues recherches, un initié de la NASA a découvert pour Lamprecht d'autres clichés qui montrent une ouverture au pôle. Il a pu démontrer qu'ils ont également été pris par l'ATS-3 et qu'ils sont soigneusement gardés par Locke Stewart. Stewart se montre très réservé sur ces clichés sans valeur et il ne les montre pas volontiers. Les images prises par le satellite GEOS 8
ne montre plus de dépression tourbillonnante au pôle, ce qui est étrange. Même la courbure de la Terre est complètement arrondie. Sur les anciens clichés d'ATS-3, on voyait de nettes courbures qui n'existent pas officiellement. Cette courbure inexplicable a un sens quand on sait que les pôles terrestres sont aplatis car la Terre se courbe vers l'intérieur, en direction de l'ouverture. Les photos d'ATS-3 montrent également des dépressions atmosphériques comme si des masses d'air et des nuages étaient aspirés par l'ouverture des pôles. On ne voit rien de tout cela sur les images récentes de GEOS 8. Richard Hoagland, auteur du best-seller The Mars Connection, pense en connaître la raison. Dans une interview de 1977 diffusée dans le Art Bell Show, il disait que les photos étaient censurées avant d'être montrées à l'opinion publique. Toutes les images envoyées par les satellites météorologiques passent dans un grand ordinateur qui corrige les phénomènes qui ne correspondent pas à la doctrine officielle. Après quoi, les clichés sont renvoyés dans l'espace vers un autre satellite qui les retransmet à la Terre. C'est seulement à ce stade que les clichés falsifiés sont disponibles pour le public. Il n'y a que la NASA qui a accès aux données envoyées par le premier satellite. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'en Europe, les photos des satellites sont également truquées pour cacher l'ouverture des pôles à l'opinion publique. Pourquoi cette manipulation n'a-t-elle pas été faite sur les images d'ATS-3 ? Jan Lamprecht pense que la NASA a fait une erreur en calculant l'orbite du satellite. La Terre est beaucoup plus plate au pôle qu'on ne le pensait. L'ouverture n'est donc pas invisible à l'horizon. On peut la voir à partir d'un angle très fermé. C'est la raison pour laquelle ATS-3 a pu prendre ces images qui montrent que des nuages et des brumes entrent et sortent par l'ouverture polaire. Comme personne n'avait semblé le remarquer, on a renoncé à un trucage en décidant de détruire les clichés quand on changerait de satellite. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner de la difficulté à se procurer des cartes du pôle Nord. Dr Rosner, responsable de la faculté de géographie de Tübingen en Allemagne, a reconnu que la courbure de la Terre dans l'Arctique fait partie des secrets militaires. Même la cartographie de l'océan Arctique, effectuée par les sous-marins atomiques, est protégée par le secret défense. En tant que particulier, il est difficile, voire impossible, de se procurer des images des pôles. Quand Lamprecht a voulu acheter une carte de l'Antarctique auprès d'une entreprise sud-africaine spécialisée, l'ordinateur lui a répondu que ces cartes n'étaient pas disponibles, étant sous le sceau du secret défense. La raison en est simple. Le pôle sud a également une ouverture vers le centre de la Terre. Des vents chauds et des courants s'échappent en direction de l'océan polaire. On ne peut exprimer autrement les polyana de la mer de Weddell. Ce sont des zones dans l'océan où l'eau est si chaude que la banquise fond et découvre la pleine mer. Un météorologue européen estime que la température au pôle est au moins supérieure de 30 degrés de celle communément admise par la position géographique et les données météorologiques. Donald Pugh, médecin et ingénieur en électronique américain, défenseur de la théorie de la Terre creuse, a dit ceci lors d'une conférence à Berlin en 1992. En 1985, j'ai pu participer à une conférence de Ron Evans, l'astronaute qui était aux commandes du module lunaire de la mission Apollo 17. Comme je le regardais de côté, j'ai remarqué quelque chose d'étrange au moment où il a commencé à parler face à la caméra. Derrière lui, il y avait une grande photo de la Lune et un peu plus en arrière, une photo de satellite montrant la Terre. On y voyait l'hémisphère nord et j'ai vu que quelque chose était différent. J'ai vite compris. La photo avait été prise à un moment où il n'y avait pas de nuages au-dessus de l'Arctique. On reconnaissait la ceinture de glace et au milieu on voyait distinctement un trou noir. Là où il y a l'océan. À la fin de la conférence, j'ai été voir Evans et nous avons échangé quelques mots. Je lui ai demandé pourquoi cette photo rare de la NASA n'était pas montrée plus souvent. Il a aussitôt retourné la photo et il est parti en s'excusant. Selon Donald Pugh, il existe un projet scientifique américain secret qui a démontré depuis longtemps que toutes les planètes sont creuses et qu'elles ont été créées par la théorie des vortex. Des preuves photographiques ont été livrées par les satellites militaires du projet Dodge qui étudiait la gravitation. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec la force de gravitation, ou du moins avec la version officielle. La loi
qui a été formulée par Newton et qui est toujours valable, semble ne pas être applicable à l'extérieur de notre système solaire. Même pour de courtes distances de quelques centimètres, la loi de Newton échoue, comme l'ont montré des expériences. À cela s'ajoute le fait que la constante de la gravitation G augmente de façon anormale quand on fait des expériences dans les profondeurs de la Terre. Cela ressort d'expériences faites au Groenland et en Australie. Le professeur de Harvard a constaté, qui s'appelle Sachs, a constaté que la gravitation peut être influencée par des forces électriques. On ne sait pas exactement pourquoi, ni comment. Pour résumer, il est impossible de déterminer le poids et la densité de la Terre en ne considérant que les théories de la gravitation et de la masse, comme c'est pratiqué actuellement. Il n'y a aucune chose que l'on peut affirmer. Non, il n'y a qu'une chose que l'on peut affirmer. C'est que le poids et la densité de la Terre sont beaucoup moins élevés que ce qui est admis par la science. La théorie d'une Terre creuse est donc tout à fait envisageable, car la théorie du noyau de la Terre, fait de fer et de nickel, ne s'appuie que sur une densité de la Terre élevée. Les sismologues pensent que le noyau est en fusion, et ils s'appuient pour cela sur le fait que les ondes sismiques ne peuvent se mouvoir qu'à travers de la roche solide. Bien que l'on ait fait exploser plusieurs bombes à hydrogène pour faire des mesures précises, il n'a pas été possible jusqu'à maintenant de suivre des ondes sismiques à travers le noyau terrestre. Les expériences ont montré que les ondes sont détournées par le noyau ou qu'elles le contournent. C'est pour cela qu'on en a admis que le noyau devait être en fusion, car la loi de Newton semblait infaillible. Une hypothèse qui est précipitée. Les expériences montrent seulement qu'il n'est pas solide. Il pourrait très bien être gazeux ou vide. Des hypothèses erronées conduisent toujours à des interprétations erronées. Si les scientifiques partaient du fait que la Terre est creuse, ils pourraient tirer du comportement des ondes sismiques des conclusions intéressantes sur l'épaisseur réelle du manteau terrestre. Les tremblements de terre sont une preuve supplémentaire de la théorie de la Terre creuse. Selon la science, la croûte terrestre solide mesure environ 50 km d'épaisseur. En dessous, la matière est visqueuse. Il est donc impossible que la pression qui déclenche les tremblements de terre se constitue en dessous de 50 km. Malheureusement, plus de 60 000 tremblements de terre ont leur épicentre à une profondeur supérieure à 50 km. Certaines secousses ont eu lieu à plus de 600 km de profondeur. C'est impossible si le centre de la Terre est à l'état non solide en dessous de 50 km. L'explication de certains sismologues, selon laquelle les plaques lithosphériques auraient été poussées jusqu'à une telle profondeur, n'est pas convaincante. Les plaques continentales servent également d'argument pour démontrer que le noyau de la Terre est en fusion. Leur dérive ne peut être expliquée autrement par la science que par le fait qu'elle se repose sur un sol non solide. Il y a des géologues qui pensent au contraire que la Terre se dilate. Cette hypothèse a circulé à maintes reprises dans les cercles scientifiques. Si on part du fait que la Terre s'est dilatée de 20% depuis qu'elle existe, il est plus facile d'expliquer la dérive des continents que par l'hypothèse des plaques lithosphériques flottantes. Ce phénomène n'accrédite donc pas la théorie d'une Terre visqueuse en son centre. Même les éruptions volcaniques à leur coulée de lave ne sont pas un réel indice pour une telle hypothèse. Pour qu'elles se produisent, il suffit que des cheminées et des conduits du manteau terrestre soient remplis de magma, ce qui est le cas. Selon certains enseignements occultes, à ces endroits spécifiques, il y aurait des esprits de la nature qui travaillent avec l'élément du feu pour renouveler la Terre constamment. Sur l'île de Hawaï, les hommes ont donné un nom à cette force de la nature, Pelé, la déesse du feu. Comme les lois du cosmos sont les mêmes partout, c'est ou tout ou rien, ou toutes les planètes sont creuses ou aucune ne l'est. Toutes les planètes ont été engendrées de la même façon et elles disparaîtront de la même façon. Observons Mercure. Depuis des siècles, les astronomes se battent pour savoir si Mercure a une atmosphère ou non. Officiellement, elle n'en a pas. Mais Antoniadi, un des plus célèbres astronomes, a rassemblé de nombreuses preuves de nuages et de tempêtes de poussière sur Mercure. Le spécialiste de cette planète, Dale Cruikshank, a découvert dans les années 60 que la surface de Mercure est sujet à des changements rapides, bien que l'on ait essayé d'occulter ces manifestations.
Le fait est que les astronomes peuvent observer un anneau autour de cette planète quand elle se trouve entre le Soleil et la Terre. Un anneau qui ne peut être que le signe d'une atmosphère. Il y a un autre phénomène que l'astronomie n'a pas été en mesure d'expliquer. Il est impossible de voir le pôle sud de Mercure. On prétend, sans grande conviction, qu'il y a quelque chose de sombre qui cacherait la vue. Peut-être ne le voit-on pas car il y a à cet endroit un grand trou. Même au pôle de Vénus, il se produit des phénomènes que l'on ne peut expliquer. Richard Baume, président et membre de la British Astronomical Association, raconte qu'il a observé des dépressions et des élévations dans les régions polaires. C'est un phénomène qui a déjà été observé au cours des siècles passés. Bien que l'on accepte l'observation de collines dans les régions polaires, on a beaucoup de mal à accepter les dépressions car elles font penser aux images des défenseurs de la théorie de la Terre creuse. Malgré tout, en 1970, Richard Baume a insisté pour faire remarquer que des astronomes anglais et américains avaient bien observé des dépressions à un des pôles de Vénus. Ces observations laissent à penser que l'atmosphère de Vénus monte et descend au-dessus des pôles. Il semble que l'atmosphère soit happée et ensuite rejetée par l'ouverture polaire, comme conséquence des différences de température par exemple. Jan Lamprecht pense avoir trouvé pour cette raison une explication à la super rotation de l'atmosphère vénusienne. Celle-ci tourne en effet plus vite que la planète, ce qui ne donne aucun sens, sauf si on part du fait que l'atmosphère est aspirée vers l'intérieur de la planète et ensuite rejetée. Ceci pourrait être une explication plausible. Au cours d'une éruption solaire, la station orbitale Skylab est sortie de son orbite. Les scientifiques qui devaient trouver une explication à ce phénomène ont pensé que l'éruption solaire pourrait avoir dilaté l'atmosphère terrestre. Ou alors, l'atmosphère a-t-elle été poussée vers le haut parce que des masses d'air s'étaient échappées par une ouverture au pôle ? Est-il possible que l'atmosphère terrestre respire, comme celle de Vénus ou de Mercure ? Sur la face sombre de Vénus, on a observé à plusieurs reprises des lumières rondes d'un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres. Ces lumières rayonnent à travers l'atmosphère très dense de la planète et ne peuvent provenir que d'une source interne à la planète. Nous avons déjà parlé des soleils qui se trouvent à l'intérieur de chaque planète. Il semble que ces lumières sur Vénus viennent de ce soleil intérieur qui brille à travers les ouvertures des pôles et qui traverse l'épaisse couche de nuages. Parfois, la face sombre de Vénus est complètement éclairée. Des études spectroscopiques ont montré que la lumière est produite par des atomes d'oxygène qui disparaissent aussi rapidement qu'ils sont réapparus. L'oxygène est-il aspiré à l'intérieur de Vénus et rejeté par des vents circulaires ? De même, on a observé de temps en temps une luminosité inhabituelle dans les régions polaires que l'on ne peut expliquer. Comment ces régions pourraient-elles être lumineuses alors que le Soleil y brille à peine ? Des photos de satellites montrent le même phénomène sur Mars, Jupiter, Mercure et d'autres planètes. Il n'y a qu'une seule explication logique. Les régions polaires sont lumineuses à cause du Soleil intérieur qui y transparaît. Sur Terre, nous connaissons le phénomène des aurores boréales. Les scientifiques de l'université de l'Alaska en sont des spécialistes. Même eux ont du mal à donner une explication satisfaisante à ce phénomène. Parmi les scientifiques, il y a deux tendances. L'une défend l'opinion acquise selon laquelle ces aurores seraient dues à des particules solaires qui se mettent à briller quand elles entrent en contact avec l'atmosphère. Ceci est difficilement acceptable compte tenu du fait que le champ magnétique terrestre repousse 98% des particules qui viennent de l'espace. Et les autres scientifiques pensent pour cette raison que les particules viennent de derrière la Terre, ce qui ne paraît pas non plus très convaincant. Le professeur Davis de l'université de l'Alaska avoue ouvertement qu'il n'y a de preuves pour aucune des deux théories et qu'en fin de compte, on ne sait rien. Vu de l'espace, les aurores ressemblent à un anneau au milieu duquel il y a l'ouverture polaire. Les satellites ont montré depuis longtemps que toutes les planètes ont des aurores boréales aux deux pôles qui ne correspondent pas au flux géomagnétique. On le sait depuis 1967 quand les USA ont fêté l'année de la géophysique et ont fait des études poussées sur ces phénomènes.
Quel est le phénomène à l'origine de ces aurores si ce ne sont ni des particules solaires ni des flux magnétiques? Évidemment, ce ne peut être que le soleil interne, ce qui est confirmé par un autre phénomène. Quand les aurores décroissent, le ciel se met à pulser. Cette lumière en pulsation est constante. Des expériences ont prouvé que la lumière pulse simultanément aux deux pôles. Aucune théorie orthodoxe n'est en mesure d'en expliquer la raison. Il n'y a qu'une source à l'intérieur de la Terre qui peut être à l'origine d'une pulsation synchrone des aurores boréales. Si le Soleil interne émet des flux d'électrons cadencés, ces électrons atteignent le pôle Nord et le pôle Sud au même moment. Le professeur Davis le confirme indirectement quand il dit que les aurores sont déclenchées par un phénomène qui se situe à la hauteur de l'équateur, le centre de la planète. Là où se trouve le Soleil interne est évidemment situé à la latitude de l'équateur. L'astronome français Danjon a fait une découverte remarquable dans les années 20. Il a démontré que la Terre émettait elle-même un rayonnement lumineux au cours d'une éclipse de lune. Ce phénomène a été confirmé par d'autres scientifiques. Pendant l'éclipse de lune, la lune est dans l'ombre de la Terre. Elle ne peut pas être éclairée par le soleil. Avec des appareils de mesure sensible, il a été prouvé que la lune assombrie réfléchit malgré tout une faible lumière. Davis pense qu'elle ne vient pas des aurores boréales. Elles sont trop faibles pour atteindre la lune. Malgré tout, la lumière réfléchie par la lune était si forte qu'elle a endommagé les instruments de mesure sensibles du professeur. Cette lumière provient-elle du soleil interne? On a aussi constaté que Jupiter dégage plus de chaleur qu'il n'en reçoit du soleil. Idem pour Saturne et les autres planètes. Malgré le fait que la science officielle continue à fermer les yeux, un grand nombre de découvertes et d'observations montrent que la Terre est creuse et qu'il doit y avoir un soleil interne. Nous pourrions en savoir beaucoup plus si la science acceptait de s'occuper sérieusement de ce sujet. Elle devrait tout d'abord avouer que les plus anciennes représentations de l'univers de l'humanité étaient fondées, il y a plus de 6000 ans, des prêtres chaldéens, dont les découvertes astronomiques épatent encore les scientifiques modernes, assuraient que la Terre avait la forme d'un canot et qu'elle était creuse. Le canot des Chaldéens avait une forme de panier en osier. La NASA reçoit des signaux radio du centre de la Terre. C'est sous ce titre que le journal canadien Weekly World News a publié l'article qui va suivre le 14 février 1995, qui prouve une fois de plus la théorie de la Terre creuse. Cap Canaveral, Floride. La NASA reçoit des signaux radio qui viennent de l'intérieur de la Terre. Des experts pensent que ces signaux sont émis par une forme de vie intelligente et très développée. Il est clair qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui veut entrer en communication avec nous, a dit un haut responsable de la NASA qui ne veut pas dire son nom. Qui que ce soit, il dispose d'une technologie qui est capable d'envoyer des signaux à travers l'écorce terrestre des centaines de kilomètres de terre et de roches. Des scientifiques auraient perçu les premiers signaux le 30 octobre 1994 grâce à des satellites très sensibles. Depuis ce jour, les émissions se sont renouvelées à intervalles réguliers, prétend la source à la NASA. Les signaux radio seraient composés d'un code mathématique très complexe qui a convaincu les scientifiques qu'ils étaient en contact avec une colonie d'êtres vivants dont l'intelligence est sans doute supérieure à la nôtre. L'homme de la NASA dit que les scientifiques n'ont pas eu trop de mal à déchiffrer les messages, mais il a refusé plusieurs fois de révéler ce qu'ils contenaient. Je ne dirais pas que les messages sont de nature hostile, mais leur contenu pourrait provoquer des controverses et des inquiétudes, dit-il. Comme beaucoup d'éléments dépendent de l'interprétation, je suis d'avis que les scientifiques s'occupent de ce problème avant que nous déclarions quoi que ce soit qui pourrait mettre l'opinion publique dans un état d'excitation et d'anxiété. L'informateur continue en expliquant que les scientifiques sont frustrés par le fait qu'ils n'ont pas réussi à localiser cette civilisation souterraine et qu'ils ne sont pas en mesure, avec la technologie dont ils disposent, de répondre aux messages. Qui qu'ils soient, ils en savent plus sur nous que nous sur eux. Ils ont ainsi trouvé un moyen de communiquer avec nous de façon régulière. Nous, par contre, nous ne savons même pas comment les joindre. Leurs messages montrent qu'ils ont des connaissances étendues sur la vie à la surface de la Terre, alors que nous n'avons pas d'explication sur la possibilité du développement et de la survie d'une vie intelligente dépourvue d'oxygène et de soleil. Le responsable de la NASA ajoute que les scientifiques sont d'accord sur le fait que cela pourrait être
la découverte la plus importante et la plus retentissante de notre siècle. Nous avons cru longtemps que l'univers était notre frontière. Maintenant, nous reconnaissons qu'il existe des territoires inexplorés à l'intérieur même de notre planète, ce qui pourrait être de première importance pour notre avenir. L'article finit sur cette phrase, tout y est dit. Que contiennent réellement ces messages ? Pourquoi la NASA se sent-elle mal à l'aise de révéler à l'opinion publique qu'elle est en communication avec l'intérieur de la Terre ? Quelles sont les exigences contenues dans ces messages qui poussent la NASA à refuser d'en parler ? Comme les messages ne sont pas hostiles, en apparence, ils ne peuvent donc pas mettre sérieusement les populations en danger. Ce sont sans doute les forces politiques et économiques qui se sentent menacées. C'est certainement la raison pour laquelle les scientifiques ont besoin de temps pour interpréter correctement ou pour corriger les messages souterrains avant qu'ils ne soient rendus publics. Tout cela nous rappelle les aventures de l'amiral Byrd au cours de son vol du 19 février 1947 dans la région polaire et ce qui lui est advenu quand il a voulu publier les messages des habitants du centre de la Terre. Mais, contrairement à ce qui s'est passé à cette époque, on l'a réduit au silence en ridiculisant la théorie très ancienne de la Terre creuse. Les scientifiques préparent actuellement l'humanité, pas à pas, à la réalité d'une Terre creuse. Indirectement, ils doivent avouer que la théorie du noyau terrestre ferrugineux et en fusion ne tient pas. D'autre part, le responsable de la NASA ne parle pas d'être intelligent, mais plutôt d'une civilisation secrète sous la surface de la Terre. Ce sont les mots exacts qui figurent dans l'article du journal canadien. L'homme de la NASA ne dit pas la vérité. Par contre, quand il prétend que la NASA a perçu les messages pour la première fois en octobre dernier. Dans les décennies passées, il y a régulièrement eu des informations confidentielles qui prouvent que les grandes puissances ont été confrontées aux problèmes. Rappelez-vous l'amiral Byrd ou l'ingénieur Donald Pugh. Il est également faux de dire que nous n'avons aucun moyen de communiquer avec cette civilisation. Notre source affirme que ces êtres essaient depuis longtemps de faire comprendre à nos dirigeants que le surarmement et l'énergie nucléaire peuvent signifier notre perte, ce qui voudrait dire qu'ils ne pourraient pas se contenter d'une communication à sens unique. Ce mensonge de la part de la NASA la décharge de la responsabilité de publier toute information à ce sujet. Apparemment, la civilisation souterraine n'est pas seulement plus développée que la nôtre, elle connaît également les conditions qui règnent dans notre monde et elle est capable d'envoyer des messages codés que la NASA n'a aucun mal à déchiffrer. Elle semble bien connaître l'état de notre technologie et la langue de cette technologie primitive. Pourtant, quelque chose a changé depuis quelques mois. La civilisation souterraine ne tient plus en place. Depuis ce fameux 30 octobre 1994, les messages venant de l'intérieur de la planète abondent, disséminés sur la Terre entière. De tous côtés, ils sont envoyés dans le cosmos et retranscrits par les satellites de la NASA. Que s'est-il passé qui nécessite un tel afflux d'informations ? Ou plutôt, que va-t-il se passer ? Les messages radio sont-ils des mises en garde ? Si oui, contre des catastrophes naturelles à venir, par exemple des tremblements de terre ? L'empoisonnement de la biosphère par l'atome a-t-il pris de telles dimensions que la vie à l'intérieur de la Terre soit menacée ? Même nous savons que le danger de la fission de l'atome peut détruire toute la planète. La lumière du Soleil, mal polarisée par la radioactivité artificielle, peut rapidement détruire toute forme de vie. Mais ce sont peut-être des catastrophes naturelles qui nous plongeront dans les abîmes de l'atome. Qu'adviendrait-il des centrales atomiques californiennes si un violent tremblement de terre, que les sismologues ont prévu, dévastait la région de Los Angeles et la faisait disparaître à l'intérieur de la Terre ? Que deviendrait l'arsenal atomique stationné dans le sud-ouest des États-Unis ? Une phrase du collaborateur de la NASA nous donne encore un peu d'espoir. Maintenant, nous savons qu'à l'intérieur de la Terre, il y a des territoires inexplorés qui peuvent être primordiaux pour l'avenir de l'humanité. Cela veut dire que, dans le futur, une collaboration entre ceux d'en dessous et ceux d'en haut devrait être possible. Elle nous permettrait de retrouver le chemin des lois de la nature.